Ok. Ok, donc comme je disais tout à l'heure, bienvenue à tous. Je m'appelle Thomas, je suis développeur web chez Théodo. Et aujourd'hui, je suis là pour faire une petite formation sur la SEO. Avant de commencer, n'hésitez pas, du coup, comme je disais tout à l'heure, à activer vos vidéos pour que je puisse vous voir. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à soit les poser dans le chat si vous êtes timide, mais n'hésitez pas non plus à activer les micros parce que je ne vois pas forcément le chat, donc je peux louper vos questions. Il n'y a aucun problème, n'hésitez pas à activer vos micros, me poser la question directement comme si c'était en live. Vraiment, c'est la même chose, moi ça me fera plaisir en vrai. Et puis sans plus attendre, on va commencer. Donc avant de vous parler de SEO, j'aimerais vous parler de comment je suis venu à m'intéresser à ce sujet. Alors attendez 2 secondes, petit problème. Hop. Ok, let's go. Donc voilà, j'aimerais vous parler de comment je suis venu à m'intéresser à ce sujet. Et donc j'aimerais vous parler de moi un petit peu. Ça c'est moi en 98, j'ai pris ma première leçon de piano. Et ça m'a beaucoup plu, je me suis vraiment plongé dans la musique. Et quand je suis arrivé au collège, mon premier objectif, c'était de monter un groupe. Et c'est fut chose faite en 2005. J'ai joué mon premier concert à la fête de la musique dans la rue. Donc ça, c'est moi. Donc ça date un petit peu. Mais petit à petit, donc, le groupe on s'est amélioré. Et en fait, en 2011, on a sorti un premier album sous le nom de Meltones. On faisait de la pop rock en anglais. Voilà, et donc ça, c'est des photos de nous à la maroquinerie notamment. Et donc on a grandi. Et en 2016, on a un peu changé de style. On a fait des chansons qui étaient un peu moins rock. Et surtout, on a commencé à chanter en français. Et donc, on a décidé de changer de nom, puisque Melton, ça faisait encore trop anglais. Et on s'est rebrandé comme Bel Air. Bel Air, le problème, c'est que on n'était pas tout seul. Donc, il y a pas moins de 2 marques de fringues qui s'appellent Bel Air. Il y a des hôtels, des entreprises. Il y a Will Smith, évidemment. Et donc, les gens, à la fin des concerts, venaient nous voir en nous disant c'est pas possible, on n'arrive pas à trouver vos morceaux. On aime beaucoup ce que vous faites, mais impossible de vous retrouver en ligne. Et donc, la question qui s'est posée, c'était comment est-ce qu'on peut faire en sorte que nos fans nous trouvent facilement. On avait déjà créé un site sur une plateforme qui s'appelle Diffie-Musique, qui permet d'héberger et de créer son site web de façon hyper ergonomique et gratuite. Et donc, il ressemblait à ça. Et je me suis penché à son référencement naturel. Et donc, j'ai regardé notamment sur un ensemble de 6 requêtes à quel point il apparaissait, quel était son référencement naturel. Et j'ai vu que c'était pas terrible. Donc, le meilleur, c'était pour Bel Air, mais on arrivait déjà sur la 9e page. Autant dire que on apparaissait juste nulle part. Et donc, je me suis posé le challenge, est-ce qu'on peut arriver à apparaître premier sur Google pour ces recherches? La première partie du boulot, ça a été d'abord de rapatrier le code de Diffie-Musique sur un site qui nous est propre, sur lequel je pourrais expérimenter. Et miraculeusement, le nom de domaine belair.fr était dispo. Donc, évidemment, je l'ai pris. Et j'ai réussi à rapatrier le code. Et j'ai à nouveau regardé les référencements et on était nulle part. Donc, ça ne nous amenait pas beaucoup plus loin. Mais à ce moment-là, j'ai commencé à lire des articles sur le sujet, j'ai essayé des choses, et au bout de 4 mois, voilà où on apparaissait. Donc, on était premier sur les 3 recherches les plus importantes pour nous, Bel Air Pop, Bel Air Group. Et là, je vais faire un tour de passe-passe que font tous les experts sur le sujet, les experts SEO. C'est que si vous ne me croyez pas, allez-y. Écrivez Bel Air Pop, Bel Air Group dans Google et regardez ce qui ressort. Je vous laisse 30 secondes de faire.
Ok, donc c'était assez cool. Et j'ai appris énormément de choses pendant ces 4 mois, et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Et on va voir ensemble donc 9 bonnes pratiques pour réussir sa SEO. La première bonne pratique, c'est de savoir comment ça marche en fait, la référencement naturel. Donc, comment marche Google? Quand on pose la question aux gens, la plupart du temps, ils disent bon, bah, il y a un utilisateur, un internaute qui cherche quelque chose, il y a le web en face, il tape sa recherche, et puis il y a un moteur de recherche qui va chercher dans le web et qui va lui donner des résultats. Et ça, c'est faux. En vérité, Google a une database qu'il appelle l'index, une énorme database qui contient toute sa vision du web. Et en fait, quand on tape une moteur de recherche, la recherche est confrontée au contenu de l'index et pas du web. De l'autre côté, il y a des bots qui s'appellent des crawlers qui ont 2 missions. La première mission, c'est d'explorer des pages web, donc on appelle ça le crawling. Et leur deuxième mission, c'est d'analyser le contenu des pages web et de mettre à jour l'index. On appelle ça l'indexing. Et donc on voit que si on veut être bien référencé, il y a en fait finalement 2 étapes. La première étape, c'est d'être sur l'index. C'est pas très très compliqué, mais c'est vital. Comme je disais au début tout à l'heure, belair.fr, il apparaissait nulle part, et c'est à cause de ça. Et la deuxième étape, qui est un peu plus compliquée, sur laquelle je vais passer un peu plus de temps, c'est d'optimiser le contenu de son site pour être mieux référencé. Comment marche le crawling d'abord? En fait, déjà, on peut demander à Google, si on update son site, on update une page par exemple, on peut demander à Google de crawler à nouveau notre page pour mettre à jour le contenu qu'il connaît de nous dans l'index. Mais il faut savoir que les crawlers, ils vivent aussi une vie qui leur est propre, entre guillemets, où ils suivent des liens et ils suivent des sitemaps. Je vais expliquer dans une minute ce que c'est. Et enfin, il faut aussi savoir que c'est pas parce qu'on est crawlé, qu'on est indexé. Il y a plein de cas où, en fait, finalement, on ne va pas se retrouver dans l'index. Par exemple, si Google estime qu'on a une page qui est dupliquée d'une autre page, il ne va pas vouloir l'indexer parce qu'il ne veut pas présenter plusieurs fois le même contenu. Et donc, on ne va pas forcément être indexé. Et il y a d'autres exemples, donc j'en parlerai plus tard. Donc, la première question qu'il faut se poser, c'est est-ce que mon site web, il est sur l'index? Et en fait, c'est très possible que oui, parce que Google ne demande pas votre permission avant de vous crawler. Donc, il suffit qu'il y ait un lien quelque part sur un réseau social, par exemple, pour qu'un crawler, un jour, arrive dessus et passe sur votre page et l'indexe. Google propose une manip toute simple pour s'assurer que vous êtes sur l'index. C'est de taper dans la barre de recherche site votre nom de domaine. Et vous allez voir plusieurs choses. Vous allez voir le nombre de pages qu'il connaît sur votre domaine et quelles sont ces pages, quelles sont leurs URL notamment. Donc ça, c'était les bases. Et donc tout ça, c'est très bien. Mais qu'est-ce qui se passe si on n'est pas indexé? Et donc, il y a quelques étapes à suivre. En fait, même si on est indexé, c'est des bonnes pratiques. Donc, c'est toujours intéressant de les connaître. La première, je vous parlais tout à l'heure, c'est de créer un sitemap sur son site. Le sitemap, c'est un fichier XML qu'on met généralement à la racine de son nom de domaine, de son dossier racine, et qui contient une liste, tout simplement, d'URL qu'on veut que Google crawl. La deuxième chose à faire, c'est qu'il faut spécifier quelles sont les URL que vous voulez pour chaque page que Google mette en avant. Par exemple, souvent, on peut avoir le même contenu qui est servi sur plusieurs URL. Ça peut être du www contre pas de www, ou du HTTP contre du HTTPS, par exemple. Et ça m'est arrivé. Notamment, Google, au bout d'un moment, a refusé de m'indexer pendant 2 semaines parce qu'il ne savait pas quelle URL mettre en avant. Donc, c'est assez important de spécifier ce qu'on appelle des URL canoniques, qui sont les URL que vous voulez que Google utilise. Et donc, déjà, il faut les utiliser dans son sitemap. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut préciser donc, dans le HTML de sa page, on peut utiliser une balise qui s'appelle link, qui permet de préciser quelle est l'URL canonique sur cette page. Et une autre façon de le faire, c'est d'utiliser un header HTTP qui s'appelle link. Et enfin, une fois qu'on a fait tout ça, on peut utiliser donc la Search Console. La Search Console, c'est un outil que Google nous met à disposition en tant que webmaster pour savoir ce qu'il sait sur nous.
Ça se présente comme ça. Et donc, une fois qu'on a prouvé qu'on était propriétaire d'un domaine, on peut inspecter des pages sur ce domaine. Donc là, c'est la home, parce qu'il n'y a qu'une page sur belair.fr. Et ensuite, Google va pouvoir nous dire plein de choses sur cette page. Il va pouvoir nous dire elle est bien indexée, mais il y a un problème qui impacte le référencement. Là, le problème, il est clair, c'est que la page n'est pas mobile friendly, donc il ne la référence pas aussi bien qu'elle pourrait être. Et si jamais je répare ce problème-là, je peux à nouveau, comme je disais tout à l'heure, demander à être recrawlé et être réindexé. Il y a plein d'autres choses sur cette source console, notamment à gauche, vous pouvez voir qu'on peut préciser où est le sitemap. Ici, on peut avoir plein d'infos, d'analytics notamment. Donc, c'est vraiment un outil qu'il faut, en tant que webmaster, apprendre à utiliser. Voilà, je vais un peu vite. N'hésitez pas si vous avez des questions. J'espère que tout est clair pour l'instant. Mais il y a beaucoup de choses à dire, donc je sais que je vais un peu vite. N'hésitez pas à m'arrêter si vous avez des questions. Du coup, j'ai juste rapidement une question. Au tout début de la présentation, tu as parlé de référencement naturel, mais tu n'as jamais dit ce que c'était que le mot naturel. Enfin, pourquoi est-ce que je l'utilisais? Ah, bonne question. Un référencement qui n'est pas naturel, du coup ou... Ouais, il y a deux types de référencement, le référencement naturel et le référencement payant. Ok. On ne va pas parler de référencement payant aussi un tout petit peu dans le cadre de cette presse, mais c'est l'idée que tu peux parier sur des recherches et être prêt à payer, à dire à Google, je suis prêt à payer tant d'argent pour un clic sur cette recherche. Et Ok, d'accord. comme tu peux être plusieurs concurrents sur le même recherche, c'est pareil, il y a une notion de référencement. Ok, merci. Pas de souci. Ok, donc maintenant parlons un peu des keywords. Donc voilà, sur Internet, il y a des internautes qui ont des besoins et qui les amènent sur Google. Et de l'autre côté, vous allez avoir des landing pages de votre côté qui sont grosso modo des vitrines de ce que vous faites. Donc c'est un peu comme des vitrines que vous donnez, mais pas sur la rue, mais sur Google. Et donc elles présentent les services que vous proposez face à ces besoins. Et ce qui va faire le pont entre les deux, c'est les recherches qui vont être tapées et qui vont faire que votre landing page apparaît ou pas. Et évidemment, vous allez avoir plusieurs landing pages qui vont être mises en face de plusieurs besoins. Donc ça, ce schéma-là, il est vraiment hyper important à retenir lorsque vous faites de la SEO. Il faut savoir qu'une landing page, elle peut couvrir qu'un périmètre limité de mots. Et donc, ça peut être intéressant de finalement séparer une landing page qui couvre un besoin trop large en plusieurs landing pages. Par exemple, si vous proposez un service d'assurance pour des frais de vétérinaire, pour à la fois des chats et des chiens, ça vaut peut-être le coup de ne pas avoir une seule landing page, mais d'en avoir une pour les chiens et une pour les chats. Et comme ça, vous allez pouvoir couvrir un périmètre plus large avec deux landing pages plutôt qu'avec une seule. Cependant, il ne faut pas en abuser et je reviendrai dessus un peu plus tard. Donc, la première étape pour trouver vos keywords, c'est de ratisser large et de répertorier tous les keywords qui peuvent être intéressants pour vous. Et pour ça, il y a plein d'outils. Ça peut commencer par un brainstorm en interne, ça peut être ensuite de la veille. Vous pouvez partir sur les mots que vous avez trouvés dans votre brainstorm pour ensuite regarder ce que font vos concurrents et toujours lister le plus possible de keywords. Vous pouvez utiliser Google, notamment l'autocomplete, les related search et Google Trends. Il y a des outils qui sont spécialisés là-dedans, par exemple Ubersuggest qui est gratuit. Il y a les analytics, donc notamment j'en parlais tout à l'heure, ceux de la Search Console qui sont intéressants. Il y a le SIA, donc ça c'est le référencement payant. Enfin bref, il y a plein d'outils pour trouver vos keywords. Une fois que vous avez une grosse liste, ensuite c'est le moment de se refocus sur les besoins de vos landing pages. Et normalement, chaque landing page, vous devrez trouver entre 5 et 10 keywords principaux par landing page. Et avec ces keywords, on va trouver finalement des searches. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas tant les keywords, mais les searches que les gens vont taper. Et donc, vous pouvez les combiner pour trouver entre 20 et une centaine de searches par landing page. Il faut savoir que l'ordre et la conjugaison sont importantes. Par contre, les tirets, les majuscules ne sont pas trop. Donc, par exemple, Belair, c'est égal à Belair avec un espace. Ça, c'était plutôt intéressant pour moi, notamment. Et pour une landing page, on peut se retrouver avec plusieurs recherches potentielles intéressantes. Et on va pouvoir les prioriser grâce à 3 métriques. La première métrique, c'est la pertinence par rapport à notre business. Et donc, c'est la probabilité qu'un internaute qui a tapé cette recherche fasse une action qu'on désire. Donc, ça peut être une vente, ça peut être une prise de contact. Et pour ça, on utilise une métrique qui vient de la SIA, du référencement payant,
c'est le coût par clic. Donc, le coût qu'une entreprise est prête à payer pour qu'un internaute qui tape cette recherche arrive sur son site. La deuxième métrique qu'on peut utiliser, c'est le volume de recherche, en nombre de recherches par mois sur cette recherche. Il y a des outils qui permettent de savoir assez rapidement. Et la dernière métrique qui va nous intéresser, c'est la compétition. Donc, est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui cherche à être référencé sur cette recherche? Donc, c'est impossible, ou au moins c'est très rare, d'avoir des bons scores dans les 3 métriques en même temps. Si vous l'avez, bravo, vous êtes riche. Vous avez trouvé un bon filon. Mais bon, généralement, on peut en prendre 2 sur les 3. Les landing pages, elles vont se situer plutôt en bas du triptyque, c'est-à-dire qu'on va avoir des pages qui vont être hyper pertinentes par rapport à un besoin et qui vont, si on fait bien le taf, avoir des volumes de recherche plutôt élevés. Mais c'est des pages qui auront beaucoup de compétition aussi. Mais ce n'est pas pour autant que les autres côtés du triptyque sont inintéressantes. Par exemple, les articles de blog vont pouvoir être référencés sur des recherches assez précises, donc du coup sur lesquelles il n'y aura pas beaucoup de compétition, mais qui peuvent avoir beaucoup de volume. Par contre, les gens que vous allez toucher grâce à ces articles, ce n'est pas des gens qui vont acheter chez vous. Ça va être des gens qui cherchent des infos sur votre domaine, mais au moins ils vous connaîtront, donc ça a un intérêt, mais ils ne vont pas forcément ensuite faire une transaction chez vous. Et puis de l'autre côté, on a tout ce qui est recherche brandée. Donc les gens qui vous connaissent déjà, il y aura assez peu de compétition parce qu'ils vont typiquement taper le nom de votre marque, le nom de votre site, et ensuite c'est intéressant pour vous parce que probablement il y a de fortes chances que ça finisse par une transaction. Donc ça va être typiquement les pages de FAQ ou la home. Donc il y a une métrique en plus évidemment qu'il faut regarder sur chaque recherche, c'est le rang. Et à ce moment-là, on se dit, bon, on a quand même N pages qui chacune ont entre 20 et 100 recherches associées, qui chacune ont 4 métriques. Et donc, ça commence à devenir compliqué à maintenir. Et c'est pourquoi je ne saurais que trop vous conseiller d'utiliser un outil adapté et automatisé pour ça. Il y a une raison en plus du fait que ça soit laborieux, c'est que traquer son rang à la main, c'est hyper laborieux. Ça marchait sur belleart.fr parce que j'avais 6 recherches. Mais une fois qu'on dépasse une dizaine de recherches, ça commence à devenir compliqué, surtout s'il y a plusieurs pages. Belleart, il y avait aussi qu'une seule page, donc c'était faisable à la main. Mais voilà, en plus, le rang va varier en fonction de votre historique, de votre position, de votre device. Donc, il vaut mieux utiliser un outil qui est spécialisé là-dedans. Alors, malheureusement, la plupart des outils vont être payants, ou bien ça va être gratuit jusqu'à un certain stade, mais ça ne va pas aller très loin. Donc, ça va généralement coûter entre 20 et 100 € par mois en fonction des options que vous prenez pour un site web. Et donc, ça ressemble à ça, et ça vous donne des analytics assez de façon régulière sur votre rank, vos résultats, etc. C'est précis, c'est ça que je cherchais. Et après, une fois qu'on sait ça, on peut se demander c'est quoi un bon rang? La réponse elle est assez simple, c'est les 3 premiers résultats. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que 90% des clics sont sur la première page. Donc à la limite, si on n'est pas dans les premiers résultats, mais sur la première page, bon, c'est OK. 70% des utilisateurs vont juste ignorer les pubs. Donc ça va être justement c'est ce dont je parlais, le référencement payant tout à l'heure. Et 60% des clics vont sur les 3 premiers résultats. Donc première page, c'est bien, 3 premiers résultats, c'est top. Voilà pour les keywords. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, encore une fois. Moi, je veux bien que tu reviennes. J'ai une question pour la différence entre home et landing page. Ouais. En fait, une home, c'est une page qui te présente toi. Mais ce n'est pas une landing page dans le sens où tu ne vas pas forcément… Alors, sauf si tu es défini par un seul service. Si tu es une petite boîte qui fait un seul service, ça va être une landing page aussi. Mais généralement, si tu prends une entreprise, par exemple une assurance, elle va avoir plein de landing pages pour chaque type d'assurance qu'elle propose. Et puis une home qui la présente elle, tu vas pouvoir trouver plein d'infos sur elle.
Mais ce n'est pas forcément une page dont le but est d'apparaître en premier en référencement naturel sur des recherches qui ne sont pas brandées. Voilà, c'est clair? Je ne sais pas si c'est clair. Ouais, merci. Et je vois dans le chat, c'est possible d'indiquer des pages à ne pas indexer. Tout à fait. Tout à fait. J'en parle pas trop. Il y a plusieurs façons de le faire. C'est assez rapide. Soit par un tag HTML qui indique que tu ne veux pas indexer cette page, soit par un peu l'équivalent du sitemap, mais qui s'appelle robots.txt, qui est un truc que tu mets à la racine aussi de ton nom de domaine et que tu vas pouvoir indiquer des URL que tu ne veux pas qu'elles soient crawlées. Donc, c'est une sorte d'anti-sitemap. Après, le besoin est moins fréquent, donc j'en ai pas parlé. Ça peut être utile sur des sites qui ont énormément de pages, disons plus de 1000 pages, de commencer à faire un robots.txt. Parce qu'on a une sorte de budget de crawl, et du coup, on veut que les crawls aillent sur les pages les plus importantes et que les pages moins importantes soient ignorées. Je vais revenir dessus. Ok, donc le premier point, une fois qu'on a nos keywords, c'est le moment de commencer à les utiliser, et ça commence par nos URL. Les URL comptent pour Google, donc en fait le fait que j'ai réussi à choper l'URL bellair.fr, finalement c'était hyper impactant pour moi. Donc tant que possible, essayez d'avoir un nom de domaine qui contient vos keywords, et faites le même avec toutes vos pages, avec les URL de vos pages. Par exemple, si je veux ranker sur Bel Air Group, ça va être beaucoup mieux de créer une page Bel Air Group qu'une page Bel Air Biographie. Et c'est aussi vrai pour les images. Si j'utilise un nom qui s'appelle par exemple image1.jpg, c'est pas terrible. D'abord, si je la renomme bien comme ceci, Bel Air Group, ça va aider ma page qui l'utilise à ranker sur Bel Air Group. Et en plus, cette image va se retrouver, va être référencée sur Google Images pour la recherche Bel Air Group, ce qui est toujours bon à prendre. Il faut savoir que Google Images, c'est 40% des recherches des images. Donc, c'est vraiment important d'avoir des images qui sont bien nommées. Et pour plein de raisons, Google aime... oui, les sous-domaines sont aussi importants, ouais, au niveau des choix de mots. Pour plein de raisons, Google n'aime pas trop les URL à paramètres. En plus, c'est moins agréable pour des humains à se partager, donc évitez d'utiliser des URL à paramètres. Il y a aussi un risque que vous indexiez le même contenu, mais avec une URL différente, parce que par exemple, les paramètres sont interchangés, etc. Donc, il vaut mieux éviter d'utiliser ça. Voilà, éviter d'utiliser des majuscules, des caractères spéciaux, etc. Ça, c'est pareil, Google ne va pas trop apprécier. Et gardez vos pages le plus proche possible de votre home. C'est-à-dire que si vous commencez à faire des sous-dossiers, des sous-sous-dossiers, ils vont être considérés moins importants par Google. Donc, c'est mieux d'éviter Enfin, c'est important d'en faire, mais il faut qu'ils soient cohérents et qu'ils aient une valeur ajoutée. Sinon, ils vont juste impacter votre référencement sans utilité. Voilà pour les URL. Et maintenant, on va vouloir commencer à ce qu'on appelle spread juice. Moi, je vais vous expliquer ce que c'est. Des crawlers, quand il y en a beaucoup, on peut aussi se l'imaginer comme un flux. Et comme plus on est crawlé, mieux on est ranké, on peut voir ce flux comme quelque chose de précieux qu'on veut garder le plus longtemps possible et répandre sur tout son site, notamment grâce aux liens, j'en parlais tout à l'heure. Et donc, un terme qui est apparu dans le jargon, c'est le Google Juice. Donc, on veut optimiser le passage des crawlers sur notre site. Un petit retour sur les crawlers. Les crawlers, ils suivent les sitemaps, mais ils suivent encore plus les liens. Pourquoi? Parce que ça donne un meilleur aperçu de l'expérience d'utilisateur et de l'architecture du site. Parce que les sitemaps, tout est flat, hein, tout est il n'y a rien qui est nesté, tout est au premier rang. Donc, il n'y a pas vraiment de notion d'architecture possible dans un sitemap. Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est comment designer son site pour répartir le Google Juice efficacement. Il y a 3 règles pour ça. La première, c'est d'utiliser une architecture qui va de haut en bas, donc typiquement de la home jusqu'au landing page, jusqu'aux pages produits, ou aux articles de blog, par exemple, ça peut être. N'oubliez pas les back buttons. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est d'utiliser des breadcrumbs pour la SEO. La deuxième règle, c'est de faire en sorte que toutes les pages de son site soient accessibles à partir de la home page.
Pourquoi? Parce que comme ça, un crawler qui arrive sur la home, eh ben, il peut ensuite crawler les landing pages et ensuite les pages d'articles. Et donc, ça paraît assez simple à faire, mais en vrai, si vous utilisez du lazy loading, le crawler, lui, il ne va pas scroller. Et donc, du coup, vous avez des liens qui peuvent ne pas être crawlés parce qu'ils sont trop bas dans votre tableau où il y a du lazy loading. Donc, pour la SEO, si c'est vraiment primordial pour vous, il faut mieux éviter le lazy loading. Le lazy loading, c'est le scroll infini, en fait. C'est le fait de ne pas forcément afficher tout un tableau. Mais quand on scroll, quand on descend, il y a des lignes qui s'affichent de plus en plus. Donc, c'est une technique qui permet d'améliorer les performances en front quand on a un tableau avec beaucoup de données. Il y a ça, soit la pagination. Donc, il vaut mieux revenir à la pagination quand on utilise une liste d'articles, par exemple, sur son blog. Sinon, il y a aussi quelques méthodes pour que le lazy loading soit paginé, mais c'est un peu compliqué. Donc, le plus simple, c'est d'en rester à la pagination. Et la dernière règle, c'est de garder ces pages importantes, comme la home ou les landing pages, à un clic de distance. Pourquoi? Parce que du coup, si un crawler arrive sur votre site à partir d'un autre site, disons que, par exemple, il y a un autre site qui parle de vous et qui donne un lien sur l'un de vos articles, eh ben, il va pouvoir se retrouver directement sur la home et puis refaire tout le process en entier. Et c'est beaucoup mieux que juste les backlinks, parce qu'on va vouloir que notre home et que nos landing pages qui sont dessous soient plus scrollés que les autres. Parce que, encore une fois, plus on est crawlé, plus on est référencé. Donc, ce qu'on veut référencer en premier, c'est les landing pages. Et donc, comment on fait ça? Évidemment, ça passe par des headers et des footers solides. Quelques conseils, utiliser du texte et pas des images. On verra pourquoi. Utiliser le moins d'interactions possible et notamment utiliser du CSS si vous devez cacher les choses, par exemple. Il faut que le contenu HTML soit rendu pour être visible par les crawlers et ensuite exploité. Et surtout, n'utilisez pas de la navigation qui est basée sur du JavaScript. Évitez autant que possible. Donc, les crawlers s'améliorent d'année en année, mais il y a un moment où c'était vraiment, ils ne savaient pas faire. Ils ne savaient pas cliquer sur, par exemple, une div pour ensuite activer un event de on-click event. Il faut vraiment utiliser encore des éléments HTML, des tags HTML-A pour nos liens. Et donc, surtout ne pas utiliser de on-click event. Voilà. Une fois que... Ouais, excuse-moi, j'ai une question. Ouais, vas-y, n'hésite pas. Tu dis du coup pour la navigation de ne pas utiliser du JavaScript, mais qu'en est-il de tout ce qui est framework type React par exemple? Parce que ça utilise que du JavaScript, il me semble. Alors, le crawler va être capable d'exécuter du JavaScript. Juste, il va être moins puissant que ton navigateur. Et il y a des trucs qui ne vont pas forcément savoir bien faire. Si je reviens en arrière sur la Search Console, tu vois ici qu'il y a un bouton Test Live URL. Et donc, en fait, c'est un bouton qui permet de regarder ce que le crawler a pu rendre comme page avec le HTML. Et en fait, ça va souvent être très, très différent de ce que tu as dans ton navigateur. Okay. Donc, la conclusion, c'est éviter le plus possible du JS compliqué. Le faire, et surtout pour la navigation. Après, pour le reste, ça peut le faire. Mais bon, après, comme je disais, les crawlers deviennent de meilleur en meilleur d'année en année. Donc aujourd'hui, je crois qu'ils sont capables de bien rendre des pages même qui utilisent énormément des frameworks de façon extensive. Mais c'est toujours une boîte noire, on ne sait pas trop parce que Google, il ne montre pas son code à tout le monde. Du coup, le conseil, c'est quand même éviter le plus possible d'utiliser du framework. Le mieux, par exemple, pour la SEO, ça va être d'utiliser du server-side rendering, des choses comme ça, pour avoir du HTML direct, et que les crawlers n'aient pas besoin d'exécuter trop de JS. Okay. J'avais une question justement un peu dans la même lancée. Comment justement optimiser pour les sites qui sont client-side render? Pardon? Comment optimiser justement le SEO des sites qui sont client-side render? Alors, c'est tout un... Je vais pas te répondre dans le cadre de cette formation parce que c'est un gros sujet. C'est un gros sujet.
Mais un des conseils, ça va être de faire du server-side rendering, si vraiment il y a besoin. Voilà, je ne me suis pas assez plongé là-dedans pour te répondre, mais je sais qu'il y a plusieurs choses à faire, il y a plein d'articles sur ce sujet. Voilà, je suis désolé. Mais ça prendrait vraiment 30 minutes de Merci quand même. bonne pratique. Allez, je sais que j'ai des notes là-dessus. Note ton email dans le chat et puis je t'enverrai un email avec tout ce que je sais là-dessus. Là, comme ça, en live, je ne sais plus exactement quelles sont les bonnes pratiques. C'est un sujet assez complexe en vrai. Ok, excusez-moi, je reviens en avant. Ok, donc maintenant qu'on sait ça, on peut commencer à s'intéresser au contenu de nos pages et ça doit absolument commencer par le title tag. Donc le tag title, c'est un tag HTML qui se présente comme ça, qu'on met généralement dans le head de notre page. Il sert à deux choses. C'est ce qui va être affiché en gros dans les résultats de recherche de Google, lorsque votre page est référencée et apparaît. Et c'est aussi ce qui va apparaître en haut de vos tables. Et c'est un tag qui a un faible coût, mais qui a un gros impact. D'expérience, en tout cas moi, ce que j'ai vu, c'est que un title, il doit contenir moins de 60 caractères, mais c'est en particulier les 30 premiers caractères ont autant d'impact que les actions sur le reste de votre page combinées. Le jour où j'ai mis un title tag qui était Bel Air Pop Française, avant je ne sais plus ce que j'avais, mais j'avais autre chose, je n'apparaissais pas du tout sur cette recherche et le lendemain je suis arrivé 6e tout de suite. Donc c'est vraiment hyper important de bien utiliser ces title tags. Comment on fait? Généralement sur sa homepage, on va mettre d'abord le nom de son site et ensuite on va utiliser 2 ou 3 keywords, mais vraiment de façon succincte, de façon à faire moins de 60 caractères. Et sur ces landings, comme on veut tout optimiser parce que c'est des pages qui sont là pour apparaître, être bien référencées naturellement, on va mettre d'abord les keywords et ensuite le nom de sa marque. Souvent, on utilise des pipes parce que c'est un peu plus joli dans les tables, dans le haut des tables, et que ça prend un peu moins d'espace. Et si vous avez du mal, du coup, on peut se dire, si j'ai du mal à ranker sur une recherche, je peux faire comme ce que je disais tout à l'heure, splitter une landing page en plusieurs landing pages, et du coup, avoir un title qui a une recherche d'un côté et un title qui a une autre recherche de l'autre côté, avec le même contenu derrière, et du coup, ça va m'aider à ranker sur ces recherches-là. Et ça pourrait être une bonne idée. En vrai, Google n'est pas stupide, donc il faut faire très attention à ça. Google appelle ça des doorway pages. Donc, il y a une entreprise qui a fait ça aux States. C'est une entreprise de cours de conduite qui a créé la même page, mais pour chaque ville des États-Unis, avec le nom de la ville, du coup, en title, en premier. Mais derrière, c'était exactement le même contenu. Et donc, en fait, Google les a juste spotés et les a tout simplement radiés de l'index. Donc, il ne faut pas trop en abuser. Donc, si vous faites ça, soyez sûr d'avoir au moins 40% de contenu original et utile sur chaque page. Et enfin, ne changez pas votre title trop souvent. Généralement, quand vous venez de le changer, attendez 90 jours avant de le rechanger. Voilà. Donc, il n'y a pas que le title, il y a d'autres tags HTML qui comptent. Le HTML, il sert d'abord à rendre une page jolie pour vos utilisateurs, qu'ils aient une expérience qui soit sympa. Mais ils servent aussi à signaler vos keywords au crawler. Et donc, ils ne veulent pas tous la même chose. Et je vais utiliser une analogie qui est les cartes de poker. C'est pas mal parce que certains tags, comme je disais, ont plus d'impact que d'autres. Donc, c'est un peu comme comparer des cartes de poker. Et en plus, Google, c'est un peu une boîte noire sur les algorithmes de référencement. Donc, c'est toujours un peu un pari lorsque on utilise nos tags HTML et on veut toujours avoir la meilleure main. On veut utiliser tous les tags comme il faut. Donc, c'est parti. L'équivalent de l'AS, c'est le title tag. Je ne vais pas revenir dessus. Je pense qu'il était assez clair. L'équivalent du roi, donc juste en dessous en termes d'impact, c'est le contenu de vos textes, de vos liens, pardon. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure de ne pas utiliser d'images dans vos footers et dans vos headers. Utilisez vraiment du texte qui contient vos keywords de façon hyper succincte. Par exemple, voilà une entreprise, un site qui l'a bien fait.
sur sa home, on propose 2 produits qui sont l'assurance pour chien et l'assurance pour chat. Et on voit bien que les liens ils contiennent les keywords pet insurance dogs, pet insurance cat. Et donc, notamment, et ça vaut aussi pour les articles de blog. Hein, tout ce que je dis, je me focus pas mal sur les landing pages, mais ça vaut pour toutes les pages. Si dans votre article, vous écrivez un truc comme ça, ou dans votre landing page, en fait, c'est pas terrible parce que vous êtes en train de dire à Google que vous voulez ranker sur ici. Donc, il ne faut pas le faire. Il faut plutôt faire ça. Là, vous allez mettre vos keywords dans le contenu de vos textes, de vos liens, pardon. Et donc, vous allez signaler au crawler que vous voulez ranker là-dessus. Une image dans un lien, ça fonctionne bien du coup ou pas? Ça fonctionne, mais en tout cas, ça ne va pas être hyper optimisé en termes de SEO. Ce que tu peux faire, c'est mettre ton texte, par exemple là, ça serait Bel Air, et tu peux mettre une image en background d'image. Et dans ce cas, ça va marcher. Ça va être du CSS, quoi. Ça ne va pas être du HTML. Okay. Ensuite, juste en dessous du contenu des liens, en importance, il y a l'attribut alt des images, de façon assez surprenante. Donc, Google aime bien quand vous avez des images dans votre site, dans votre page, ça veut dire que vous avez une page qui est un peu user-friendly. Et cet attribut, il sert à... alt, ça veut dire alternate. C'est le texte qui va s'afficher si Google n'arrive pas à trouver votre image. Et donc ça, c'est assez important de bien l'exploiter, de ne pas laisser d'image sans attribut alt. C'est notamment aussi utile pour l'accessibilité, pour être sûr que, par exemple, quelqu'un qui est aveugle va pouvoir avoir du contexte sur l'image qui lui est présentée. L'équivalent du valet, ça va être la famille des headers, donc tout ce qui est H1, H2, H3, et qui sert à structurer votre propos. Je vais revenir dessus juste après, je ne m'étale pas trop. L'équivalent du 10, ça va être le tag meta description. C'est un tag qui doit contenir donc moins de 155 caractères et qui est en fait ce qui va apparaître dans les résultats de recherche en dessous de votre titre. Et donc, il faut que ça soit blindé de keywords. Il ne faut pas oublier que vous adressez à des humains et qu'il faut que ce texte soit un petit peu vendeur, donne un peu envie de cliquer, quoi. Tout en le blindant de keywords. C'est un peu un sweet spot entre est-ce que c'est clair et est-ce qu'il y a des keywords qu'il faut trouver. Et enfin, tout le reste de votre contenu va être crawlé et indexé, donc il faut bien utiliser ces keywords et pas hésiter à les répéter dans tout le contenu de la page. Ça va avoir un petit impact plus faible, mais ça va avoir un impact quand même. Et il y a une dernière carte qui est Joker, sur laquelle on pose souvent des questions. C'est un tag qui s'appelle Meta Keyword, où les gens se disent bon, il faut le blinder de keywords. En vrai, c'était une expérience faite par Google dans les années 2000, mais ça n'a pas été fructueux. Et donc, Google a arrêté d'utiliser ce tag-là. Et donc, ça ne sert à rien de le remplir. Moi, je vous conseille de même ne pas le faire parce que ça vous donne à vos concurrents l'info sur quel keyword vous utilisez. Ça leur facilite la vie. Donc, je vous conseille de ne pas l'utiliser du tout. Donc voilà un petit compte-rendu visuel de comment utiliser ces tags, quels sont leurs impacts sur les SEO. Ça commence par le title et ensuite le contenu des liens, l'attribut alternatif des images, les H1, la description et le contenu. Donc avec toutes ces cartes en main, regardons à quoi peut ressembler une page SEO friendly. D'abord, utilisez des headers pour structurer votre contenu. Utilisez un H1 par page, pas plus. Sauf peut-être sur votre home page, vous pouvez y aller un peu plus. Et je ne le répéterai jamais assez, répétez tous les keywords qu'il y a dans votre titre dans ce H1. Il faut savoir que les headers, ils ne sont pas obligés d'être des phrases complètes, bien structurées. Ça peut être juste une reprise du titre, tout bêtement. Et donc, quand j'ai fait ça, c'est-à-dire que quand j'ai créé un H1 qui contenait Bel Air Pop Française, je suis passé de 6e à 1er instantanément. Utilisez des H2 et des H3 pour structurer votre page. Less is more. C'est pas parce qu'on ne peut pas blinder nos headers de contenu. En fait, plus il sera long, moins ça aura d'impact. Donc, il faut garder des headers courts. Short headers have more impact. Et ils n'ont pas besoin d'être des phrases complètes. Donc, voilà.
essayez de rester à 3, 4, 5 mots sur le header. Et gardez-les dans l'ordre. Alors, je n'ai pas pu vérifier ça, mais apparemment, c'est mieux s'ils sont dans l'ordre. Ça paraît assez mieux. Donc, si on utilise un H1, puis un H2, puis un H3, et qu'on ne passe pas de H1 à H3 à H2. Quoi. Ensuite, utilisez des images. Donc, je vais passer assez vite là-dessus. Utilisez-en au moins une par page, jusqu'à 7, mais pas plus. Si vraiment il y a besoin d'afficher d'autres images, comme je disais, vous pouvez le faire en CSS avec des backgrounds d'images. Remplissez leur alt attribut avec des keywords et utilisez les keywords aussi dans leur nom de fichier. Ensuite, sur le contenu en soi, il faut arriver à écrire assez de contenu pour être hyper clair sur qui on est. Il faut utiliser des phrases complètes avec de la grammaire correcte. Donc, comme je disais, il faut répéter pas mal de fois vos keywords sans pour autant rendre fou les internautes qui sont sur votre page. Donc, c'est un équilibre à trouver. Et surtout, ne cachez pas de contenu. Donc, ça peut paraître, je sais pas, comme un raccourci de se dire, bon, je vais blinder de keywords, je vais les mettre derrière des images, je vais les mettre en noir sur noir, comme ça, ils ne vont pas apparaître. Alors, de ce que j'ai fait, ça semble marcher sur Beller.fr. Après, je suis un tout petit site et je ne pense pas que Google ait vraiment d'intérêt à triple-checker. Je pense que sur un plus gros site, il le fera. Et il pourrait vous pénaliser si vous le faites. Si on vous demande de cacher du contenu, il faut plutôt challenger l'équipe marketing sur le wording que contient votre page. Rappelez-vous que l'objectif de Google, c'est de fournir le meilleur contenu par rapport à la meilleure recherche. Et c'est aussi dans votre intérêt également. Enfin, quelques derniers petits points qu'il faut savoir. Il faut être mobile friendly, parce que depuis 2015, il y a plus de recherches sur mobile que sur desktop. Donc Google va plus vous mettre en avant si vous êtes mobile friendly. Toutes choses étant égales par ailleurs, il faut être plus rapide. Plus notre page est performante, mieux ça sera, mieux vous serez référencé. Et il faut absolument que votre page se rende en moins de 5 secondes. Parce qu'en fait, un crawler, c'est le laps de temps qu'il laisse pour l'exécution du JavaScript. Donc, si elle met plus de 5 secondes à se rendre, en fait, le crawler, il va juste pas avoir un aperçu complet de votre page. Il va avoir un aperçu complètement incomplet. Et donc, du coup, il ne va pas pouvoir exploiter le HTML qu'il y a dedans pour mettre à jour l'index de façon que vous désirez. Et enfin, toutes choses étant égales par ailleurs, le HTTPS est mieux référencé que le HTTP, mais pour l'instant, c'est encore mineur comme impact. Voilà, donc c'est la fin de ma présentation. C'était les 9 bonnes pratiques pour réussir sa SEO. Sauf qu'en fait, je vous ai un peu menti. On l'a bien vu d'ailleurs sur Beller.fr, je n'apparais pas du tout sur la recherche Beller tout court. Parce que, en fait, ce n'est pas fini. Ça, c'était les 9 bonnes pratiques pour faire de l'on-page SEO avec Boss. Donc, c'est pour réussir à bien faire son site, à optimiser le contenu de son site. C'est-à-dire qu'avec tout ça, on a un beau CV, mais ce n'est pas pour autant qu'on a le job. Les prochaines étapes, si on va continuer à s'améliorer en référencement, c'est de faire du content SEO. Donc là, dans cette présentation, je me suis beaucoup focus sur les landing pages, mais le content SEO, c'est en fait tout le reste du site. Par exemple, ça va être des blogs, ça va être des pages de FAQ, ça va être des communiqués de presse. Le but du content SEO, c'est d'arriver à produire du contenu, notamment donc des articles de blog, qui intéressent les internautes, c'est-à-dire qui matchent les recherches Google, et ce, de façon continue. C'est-à-dire continuer à sortir des articles toutes les semaines, et voilà, devenir vraiment une machine à contenu. Et après ça, on peut se servir de tout ce contenu pour, entre guillemets, entretenir notre aura dans le web et être relayé. Et ça va nous permettre de gagner en autorité. Donc, il y a 2 choses pour ça. D'abord, s'occuper des réseaux sociaux, qui aujourd'hui prennent une part de plus importante dans le référencement, et choper des liens. Ça s'appelle le link building, donc c'est être relayé par d'autres sites, en fait, d'autres domaines. Voilà, pour conclure, la première fois qu'on m'a parlé de SEO, c'était sur un projet à Théodo, et j'ai vu ce qu'il fallait faire, et je me suis dit, c'est bizarre, parce qu'en fait, ce n'est pas de la feature. Ça n'a aucune valeur ajoutée pour l'utilisateur. Et donc, la SEO, ça peut paraître effectivement un peu ingrat pour un dev qui va dire, c'est pas du dev parce que c'est pas de la feature, j'apporte aucune valeur ajoutée pour l'utilisateur. Et de l'autre côté, on va avoir des marketeurs qui vont se dire exactement l'inverse, qui vont se dire, en fait, la SEO, j'y comprends rien, c'est un peu technique, c'est plutôt un truc de dev, c'est pas vraiment du marketing,
Donc, en fait, les deux ne vont pas être contents. Bah, mon point, c'est de dire que la vérité, c'est justement que c'est à la fois du dev et du marketing. Et c'est ça qui est un peu compliqué en SEO, c'est qu'il faut mettre des équipes ensemble pour que ça marche. Mais j'espère vous avoir convaincu que ça vaut le coup. Voilà, c'était un peu long. Désolé, j'ai essayé d'aller vite. Ok, bah voilà, c'est la fin de ma présentation. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas. Moi, j'en ai une. Du coup, merci beaucoup. Déjà, c'était hyper intéressant. Mhm. Moi, j'avais une question. Du coup, là, quand tu disais tes next steps de content SEO, est-ce Mhm. que en gros, ça rentre en compte? Parce que moi, la question que je me pose, c'est comment on fait du bon SEO quand on a du contenu dynamique? Par exemple, je sais pas, j'ai ma base de données et j'ai des articles ou des trucs comme ça ou des Mhm. biographies de différents artistes. Comment je fais? C'est quoi les bonnes pratiques? Si tu as déjà regardé en tout cas. Attends, c'est quoi les bonnes pratiques pour continuer Pour en gros, justement, pour dire à Google, bah vas-y, imaginons que j'ai plein de pages, je sais pas, artistes, avec tous les artistes de mon label. Soit c'était un des projets qu'on avait à... avant. Sauf que tout ce contenu, il est contenu dans une on va dire, dans une base de données, quoi. Est-ce que du coup, je pourrais lui dire à Google, référence-moi toutes mes pages, de mettre tous mes Alors, artistes là, différents? je me suis pas mal focus sur des landing pages, Ouais, mais tout ce que j'ai dit est valable pour toutes les pages, en fait. ok. Juste que les landing pages vont avoir un focus hyper important. En fait, il faut commencer par faire ces landing pages et ensuite Hmm. à grimper parce que c'est ça. Les landing pages, c'est ce qui va t'amener du business, en fait. Ouais, Comme je disais, ok. c'est une vitrine, il faut qu'elle soit alléchante, il faut qu'elle apparaisse devant tout le monde. Et donc, c'est le premier point sur lequel s'intéresser avant de faire un blog, avant de faire n'importe quoi d'autre. Ok. Mais tout ce que j'ai dit, c'est-à-dire par exemple tout ce qui était sur les tags HTML, sur comment fonctionnent les crawlers, c'est valable pour n'importe quelle page HTML. Donc, que ce soit une landing page ou pas. Si c'est une page d'artiste, il va falloir faire gaffe à exactement les mêmes points, c'est-à-dire est-ce que mon HTML est bien structuré, est-ce que je suis au clair sur mes keywords. Déjà, ça, c'est la première étape, c'est hyper important. La plupart du temps, on n'est pas au clair sur ces keywords. En fait. On n'a pas un document qui résume telle page, ces keywords, c'est ça, le nombre de volumes, c'est ça, notre rang, c'est ça, le volume de recherche, c'est ça. Ça, c'est déjà hyper important d'avoir une stratégie hyper claire en amont pour dire, OK, les keywords que je vais viser, c'est ça. Les recherches que je vais viser, c'est ça. Maintenant, je moniteur mon rang. Et après, je fais grimper le référencement. Des pages d'artistes, est-ce que c'est des landing pages? Je ne suis pas sûr. Mais tu peux avoir le même démarche. Ok. Tu peux avoir exactement la même démarche en disant dans mon title, je vais dire le nom de mon artiste. Comme ça, celui qui tape le nom de l'artiste, il va arriver sur mon site et pas sur ce site. Hmm. C'est exactement la même chose. Ok. Merci. Après, c'est peut-être un peu moins intéressant parce que s'il n'y a pas de call to action, si tu n'as pas un truc genre qui va mener à une action, une vente ou une prise de contact, c'est pas vraiment, ça va pas t'apporter de business. Donc, c'est moins important que les landing pages, je crois. Mais Oui. Effectivement, là, ça va être plus dans le côté que tu disais au début sur, ok, ça m'apporte de la visibilité, les gens me connaissent et c'est exactement ça. Les articles de blog, le but, c'est d'apporter de faire en sorte que il y a plein d'intérêts. Le premier, c'est effectivement d'aller choper des recherches qui ne sont pas forcément hyper pertinentes, qui sont un peu autour de ce que tu fais, et du coup ramener sur ton site, ce qui va du coup rendre Google, il va dire ce site il est gros, il est bien, il est fiable. Ça va permettre de choper des backlinks. Des backlinks vont à leur tour te permettre de récupérer crawler, donc d'augmenter un référencement. En plus, ça va montrer à Google que ton site il est encore d'actualité puisque tu continues à produire du contenu chaque semaine. Et donc, en fait, tout ça participe à l'augmentation de ton référencement et notamment de tes landing pages. Donc, c'est pour ça que c'est important de le faire. ok, d'accord. Ça va avoir un impact après sur ta landing page qui est pas. Ok. Ok. Ton autorité, j'en ai pas trop parlé parce que c'est effectivement un peu dans la suite logique de cette présentation. C'était déjà assez long, mais ton autorité, elle est définie sur tes pages, mais aussi sur ton domaine. Si tu as des pages qui sont beaucoup référencées par d'autres pages, d'autres articles, etc., elles vont participer à l'autorité de ton domaine. Et donc, du coup, tes landing pages vont. Ok. Du coup, j'avais juste une question sur le côté légal des crawlers. On m'avait toujours dit, par exemple, que crawler LinkedIn à des vues, faire de la prospection, c'était illégal. Du coup, par contre, Google crawl LinkedIn quand il veut et pour lui, c'est légal, c'est ça? Pour lui, c'est légal, ouais. Je pense.
Alors, en fait, là où c'est illégal, à mon avis, c'est pas tellement d'un point de vue des pages que tu vas crawler, c'est plus du point de vue de Google. Parce que là, tu es en train d'utiliser Google, alors que finalement, tu es en train de prendre du boulot, du business à Google. Tu es en train de lui faire Non, mais tu payer. vois, typiquement, si je prends je sais pas, un crawler en Python qui me récupère les noms, les jobs des personnes et leur numéro de téléphone, par exemple. En Non, soi, je prends pas le taf de Google, mais on m'a dit que ça c'était illégal, par exemple, sur LinkedIn. si c'est des infos publiques, je pense que c'est légal. Par contre, là où tu vas. Ouais, je pense que là où tu vas vraiment avoir des problèmes, c'est si Google te spot et qu'en fait. Par exemple, Google est là où, enfin, quand je parlais d'outils de monitoring de rang, pourquoi c'est payant? Parce qu'il faut payer Google. Parce Ouais, que ok. sinon, tu exploites Google de façon hyper automatisée et hyper industrielle, alors que c'est pas du tout le but, quoi. Ouais. Crawler, c'est légal? Je sais pas. Je pense que pour Google, c'est légal, mais après, effectivement, pour nous, je ne pourrais pas te répondre. Ok, merci. Après, c'est le même concept, hein, c'est effectivement des bots qui vont passer de page en page et indexer. Alors, Ouais. déjà, merci pour la présentation. C'était hyper intéressant. Est-ce qu'elle sera disponible quelque part? Genre, Je crois qu'elle est filmée et qu'elle va être mise sur YouTube juste après. ok, ok. Je vais demander. Et au pire, attends, moi j'ai un lien parce que c'est pas la première fois que je fais cette présentation. Elle était un peu différente, mais il y a un lien là, YouTube. Parce que la première présentation que j'ai faite a été filmée. Je vous mets le lien sur le chat. C'est midi, c'est l'heure de la formation. Aujourd'hui, je vais vous parler de SEO. Il y a ça. Il y a aussi un article. Attends, je l'ai mis en privé. Désolé. Tac. Ok, merci, c'est très sympa. Il y a aussi un article qui résume exactement tout ce que je dis, qui est encore mieux si c'est pour le lire. Ok, Voilà. Simer. Sinon, j'avais d'autres questions en fait. Est-ce qu'il faut rajouter par exemple des URL dynamiques dans les sitemaps en fait déjà? Est-ce que ça aide? Qu'est-ce que tu appelles par dynamique? En gros, en back, tu as des slugs qui te permettent de rajouter qui te permettent d'avoir des URL dynamiques en fait. Et du coup, le contenu il est affiché en fonction du slug qui se retrouve dans l'URL. En fait, le point XML, il est statique, mais ça ne t'empêche pas de l'updater très fréquemment. Ok. En fait, c'est encore mieux si tu n'as pas à le faire, parce que c'est quand même des tâches assez bêtes, hein, de renseigner une URL dans le sitemap. Donc, la plupart des outils, je pense notamment à WordPress, vont avoir un outil de gestion du XML du sitemap qui sera directement intégré et tu n'auras rien à faire. Ok. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Ouais. En gros, c'est mieux si tu peux t'empêcher d'avoir à maintenir le sitemap.xml, parce que du coup, ça veut dire que tu peux te tromper, tu peux avoir des URL qui sont mauvaises, qui sont plus à jour, etc. Donc, c'est pas terrible que ça soit automatisé. Du coup, peut-être pour préciser, je me demandais juste si j'avais en fait, je sais pas, disons 50 URL générées dynamiquement, genre je dois ajouter les 50 liens dans la sitemap, c'est ça? Ouais, exactement. Ok. Si tu changes le nom d'un slug, bah, il faut aussi updater le sitemap en fonction. Ok, merci. Euh, du coup, est-ce que j'avais une autre question en fait? Est-ce que le référencement payant permet d'améliorer le référencement naturel en fait? Parce que quand on lance un site en général, on n'a pas trop de Alors, visiteurs qui… j'ai vraiment. Alors, indirectement, oui, je dirais, parce que en fait, ce qui va compter dans le référencement naturel, c'est est-ce que tu as du trafic sur ton site. Ouais. Si tu as fait du référencement payant, bah, tu auras du trafic. Je ne sais pas si Google filtre en disant bah, c'est du trafic qui est amené par le référencement payant, donc ce n'est pas du vrai trafic, etc. C'était justement la question. Honnêtement, je ne sais pas. Je n'ai pas fait de référencement payant, je n'y connais pas assez là-dedans. A priori, je dirais non, mais oui, parce que indirectement, tu as du trafic sur ton site.
Et donc, du coup, ça t'apporte de la visibilité d'une certaine manière. Je veux dire, même si un mec te trouve par référencement payant, bah, il va peut-être partager tes pages à d'autres gens. Et bah, ça ne sera pas compté comme du référencement payant, du coup, parce que les gens arriveront directement sur ta page. Donc, indirectement, je dirais oui, mais normalement, non. Ok, ok. Ben, c'est tout pour moi. Merci. De rien. Bon, ben, je crois que c'était la dernière question. J'ai l'impression que oui. Eh ben, merci à vous tous. Hop, je vais revenir sur Zoom. Et puis, bah, je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne fin de semaine. Bah, merci à vous. Okay.